Elle est présente, on parle avec elle, comme je l'ai dit, d'un thème aujourd'hui, d'un aspect de la sexualité pour coller à l'actualité de la journée mondiale de la santé sexuelle qui se célèbre ce lundi 4 septembre. Olive Oussoubé, bonjour et bienvenue. Bruno Soilé, bonjour. Bonjour à tous et très bonne semaine de travail à tous. Vous l'aviez dit, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle et nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste sur ce plateau pour discuter de la sexualité et du vieillissement, Dr Eman Azam-Manso. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes expert en neurosexuologie. C'est bien cela. Oui. Je l'ai dit au début, nous parlons de la sexualité et du vieillissement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quand on parle de santé sexuelle, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci. Quand on parle de santé sexuelle, il faut faire référence à la définition de l'OMS qui reconnaît la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social. Et qui ne dépend pas d'une absence de maladie ou d'infirmité. Et cette définition s'applique au domaine de la sexualité. Donc c'est toute la problématique sexuelle, la jouissance pleine de la sexualité, et cela ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité, parce que vous avez une maladie, vous pouvez avoir des dysfonctions sexuelles, alors qu'il peut y avoir de la dysfonction sexuelle sans aucune maladie. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir de la définition. Alors, comment la sexualité évolue-t-elle à mesure que les gens vieillissent? Par rapport au vieillissement, vous savez, c'est une baisse progressive de plusieurs paramètres. C'est une décroissance musculaire, c'est tout un ensemble. Et dans tout cet ensemble-là, il y a des problématiques en termes de maladies qui également s'incrustent. Avec le vieillissement, nous allons remarquer qu'il y aura des difficultés par rapport aux canaux, c'est-à-dire les vaisseaux vont tomber progressivement malades parce que du cholestérol va se déposer, parce que ça va se scléroser, parce que ça va déposer des calcaires donc sur les vaisseaux. Il va avoir également le cœur qui ne va pas être obligatoirement aussi efficace qu'auparavant. Et tous ces paramètres vont contribuer tout doucement à une altération progressive de l'efficacité de la fonction sexuelle. Et quand on parle de cette efficacité, c'est autant chez la femme que chez l'homme, lorsqu'ils prennent de l'âge. Alors, quelles sont les principales préoccupations liées à la sexualité chez les personnes âgées? Je pense que quand on parle de sexualité, que ce soit chez le sujet jeune que chez le sujet âgé, c'est une problématique énorme, c'est un grand champ. C'est vaste. Et ce grand champ, en fait, ça concerne tellement de paramètres qu'il faut les prendre séparément. Alors, allez-y. Avec l'âge, ce qui se passe réellement par rapport aux problèmes sexuels, c'est qu'on sait que la dégradation qui a commencé tout doucement avec l'augmentation de l'âge, ça a fait qu'il y aura plus d'exposition ou plus de problématiques chez ces personnes âgées. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir, par exemple chez la femme, où la ménopause va venir pour interrompre brutalement tout le système hormonal chez la femme qui permettait une bonne lubrification, qui permettait un désir sexuel plus intense, qui permettait l'orgasme d'un certain niveau. Ces hormones vont chuter avec la ménopause et donc le désir va commencer à baisser. La lubrification va poser problème, l'orgasme, ça va être diminué, et donc, elle sera en train de gérer ça au même moment chez l'homme également. Chez l'homme, justement. L'érection n'est plus aussi efficace que ça. Il n'a plus envie d'aller comme le jeune homme de 25 ans qui a envie de rester en éveil toute la journée avec en fait, la verge raide toute la nuit. Il n'aura plus envie parce que de toute façon, quand on entre dans la vie active, vous et moi, avec la trentaine déjà, on n'a plus cette envie de rester, d'avoir 3 et 4 ou 6 essais dans la nuit. Non, avec une seule ou 2 grand maximum, on est déjà satisfait parce qu'on pense à ce qui se passe la journée. Alors plus l'âge évolue. Avec l'âge, ce désir va également plus baisser. Et donc pour la personne âgée, je ne sais pas, après les 60 ans, quand il a eu 3 actes sexuels dans la semaine, il est largement satisfait.
Et il y en a pour lesquels une seule fois la semaine, ça lui va largement. Alors justement, vous avez parlé de la ménopause du côté des femmes. Vous avez également évoqué l'aspect qui concerne les hommes. Est-ce qu'en dehors de ces aspects, est-ce qu'il y a des défis spécifiques auxquels les personnes, le couple âgé est confronté? Oui, quand déjà la femme a une baisse de la libido et que l'homme également, les premiers problèmes ont commencé avec l'érection qui n'est plus assez rigide, ça amène de gros problèmes. Après, ils se disent, bon, on est en train de vieillir, donc on a pris de l'âge, il faut laisser. Donc, ils ont tendance à délaisser la sexualité dans ce couple-là. Alors que, même quand on est âgé, même à 80, comme notre patriarche Bioku, il a dit à 106 ans qu'il suffit qu'il voit une femme nue et qu'il a son érection. La vieillesse s'accompagne également d'une bonne santé sexuelle. Et donc, on peut leur apporter des réponses, on peut leur apporter des solutions à ces problèmes-là. Mais il faut les poser et ne pas dire simplement, bon, je regarde, il y a des écorces ici, on va les ingurgiter, ou il y a un peu de racines à mettre sous, avec un peu d'alcool. Nous sommes là, nous, professionnels de santé, on peut apporter des réponses variées. Et chez l'homme, par exemple, quand ils viennent... Et justement, en parlant de ce que vous pouvez leur apporter pour améliorer leur vie sexuelle, comment maintenir une vie sexuelle épanouie, je vais dire, dans un couple âgé? Oui, ça passe déjà par une bonne communication pour pouvoir dire à l'autre, oui, ça ne va pas, on a quelques petits soucis. Ce serait intéressant qu'on consulte pour avoir des avis spécialisés. Et ça passe également par une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène d'alimentation. Ça passe par le mode de vie. Il ne faut pas s'empiffrer d'alcool et penser avoir une bonne santé sexuelle. On se trompe. Ou de drogue. De stupéfiants. Ces choses-là ne contribuent pas. Si on est dans de la malbouffe, on mange du gras, du salé, du sucré, vous allez faire votre diabète et les gens vont vous dire que le diabète donne l'impuissance sexuelle. Et donc il y a toutes ces problématiques-là pour lesquelles il faut les accompagner. Donc du coup, il faut se réveiller assez tôt. C'est quand on est jeune maintenant qu'il faut commencer à préparer la chose, et même les enfants. Et dans ce cas, j'ai écrit un petit livret, Comment vivre 100 ans, et je suis venu présenter ici déjà une fois. Il faut s'appliquer ces choses-là. On les connaît. Il faut s'éduquer quotidiennement, en quelque sorte. C'est ça. Vous avez parlé de la communication au niveau du couple âgé, je le dis comme ça. Oui. Quel rôle joue justement la communication dans la vie sexuelle des couples, surtout quand il s'agit des personnes âgées? Oui, je pense que les personnes âgées, ils ont déjà eu une vie commune qui a duré, donc ils se connaissent tellement et que dès que quelqu'un a clignoté les yeux, l'autre sait déjà qu'est-ce que ça veut dire, les yeux clignotés. Et donc, ça ne dit plus obligatoirement les problèmes qui se posent ou suffisamment. Et je pense que la communication, elle est très importante, elle est capitale. Et il faut obligatoirement discuter et ne pas colporter des ragots. Je peux vous raconter l'histoire d'un patient. Oui, allez-y. Il a entendu de son frère qui a dit mon frère, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il semble que ça ne marche pas trop bien chez toi parce que tu n'as plus une bonne érection. Il dit, ah bon, comment tu sais ça? En fait, sa femme en a parlé avec la femme de son frère. Okay. Et donc, c'est le frère qui ramène ça. Mais il était tellement frustré, il a dit, non, j'ai été humilié, c'est inadmissible. Vous voyez, il vaut mieux discuter et savoir qu'on peut répondre, on peut solliciter les médecins. Si c'est juste l'érection, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'érection. Et si c'est des problèmes de lubrification, il y a tout sur le marché. En réalité, il y a tout pour pouvoir vivre une vie sexuelle épanouie. Et ne pas oublier aussi qu'une vie sexuelle épanouie, c'est une société qui est épanouie, qui est riche. C'est une société qui se développe harmonieusement parce que les gens, quand ils sont sexuellement satisfaits, ils sont heureux, ils sont en paix, ils sont en joie, ils sont en bonheur, ils sont entrepreneurs, ils ont de l'initiative. Quand vous allez les voir dans une administration, ils vous reçoivent avec gaieté, avec paix. Et non, vous voyez, ça c'est quand... Ça participe. Mais quelle peut être la place du sport, si vous permettez? Quelle peut être la place du sport dans la vie sexuelle des personnes en âge avancé? J'espère qu'on va y arriver et qu'on va réussir à mettre toutes nos populations en mouvement, en activité physique. C'est indispensable, c'est capital. Vous savez, quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas une bonne activité sexuelle. Ça va dysfonctionner quand vous êtes déprimé. Quand vous êtes anxieux, quand vous avez des soucis, le stress, ça fait que sexuellement, vous dysfonctionnez. Alors que pour évacuer déjà ces petits mots psychologiques, il faut marcher.
Donc, marche. Oui, il faut se mettre en mouvement. Il faut avoir une activité régulière. Et les gens vont vous dire, oui, il faut environ 30 minutes, 3 fois par semaine. Il faut marcher tous les jours. Et on a tous nos smartphones qui détruisent nos foyers, qui détruisent nos relations, nos vies, la vie sociale. Et il faut les utiliser pour le bien, pour ce que ça peut apporter. Et donc, il faut installer des applications qui vous permettent de quantifier le nombre de pas que vous avez fait par jour, par exemple. Et vous savez que vous avez fait les pas recommandés. Dans le petit livret qu'on a vu 100 ans, j'ai bien précisé, à moins de 60 ans, il faut faire au moins 8000 pas. Par semaine? Par jour. Par jour. 8000 pas. Ça correspond à 1 heure et quelques. À 1 heure et quelques. Donc, c'est dans vos va-et-vient, dans tout ce que vous faites là, c'est facile d'aller là-bas. Mais c'est aussi très facile de faire seulement 200 pas dans la journée. Parce que vous n'êtes pas conscient de la chose. Et donc, c'est très important, la partie activité physique. Et ça contribue à avoir une bonne qualité sexuelle, ça contribue à avoir une bonne qualité de vie, ça contribue à beaucoup de choses, à avoir une bonne santé en vieillissant. Alors justement, de quelles ressources disposons-nous au Bénin en termes de prise en charge de la vie sexuelle en âge avancé, à un âge avancé? Les ressources, c'est en termes de ressources humaines ou en termes de... En termes de ressources humaines, en termes de traitement, en termes de médicaments aussi. D'accord. En termes de ressources humaines, je pense que c'est vrai, j'ai dit ici fréquemment qu'à l'école de médecine, on nous a laissé comme ça, on ne nous a pas donné vraiment d'informations par rapport à la prise en charge des problématiques sexuelles. Donc on finit l'école de médecine et on n'a aucune information, que ce soit médecin, sage-femme, infirmier et tout. Mais quand on va sur le terrain, dans le travail qu'on a appris à faire, au quotidien, il y a des choses, il y a des éléments qui nous apprennent. Comment gérer ces choses-là. Donc, on a appris beaucoup de choses. On s'instruit soi-même. On va à des congrès. Ça vous donne de petites informations. Mais il y a des spécialistes de la sexualité. Et il y a également des gens, mais c'est pas, vous savez, au Bénin, nous sommes réellement à moins de 0,6 médecins pour 10 000 habitants. Au moment où la France en a 32, 38 pour 10 000 habitants. Donc, oui, on parle seulement des médecins. Maintenant, venez à la santé sexuelle, les gens, j'ai des patrons, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-bas? Nous, on a besoin de régler nos problèmes de santé primaire. Vous voyez? Et ça, c'est plus santé primaire. On dit, donc, c'est pas comme si on a beaucoup de gens. Mais ça existe quand même. On a des moyens pour aider. Et il y a des gens de plus en plus qui s'intéressent à la problématique sexuelle. Il y a des sexologues qui sont dans le pays. Il y a les urologues qui font beaucoup de choses. Il y a les gynécologues qui font énormément. Qui interviennent également. Il y a les sages-femmes aussi. Les médecins MPR qui font beaucoup de choses. Il y a les sages-femmes qui peuvent aider. Tout le monde peut aider en réalité, selon sa compétence. Et dès qu'on est dépassé par rapport à la compétence qu'on a, on peut passer la main à un plus spécialiste que soi qui va accompagner. Toujours est-il qu'on doit savoir que si on a une problématique sexuelle, il y a toutes les réponses pour les gérer. Et dans ce cadre également, j'ai écrit un recueil de 2 tomes, comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital pour une interrogation. Il y a toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser dedans. Alors justement, un mot sur la notion du consentement. On l'a dit au début, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé sexuelle et le thème cette année, c'est le consentement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça au sein d'un couple, sur cette notion justement au sein d'un couple, qu'il soit un couple jeune ou un couple de personnes âgées? D'accord, merci. Je pense que sur le consentement, nous sommes en Afrique, nous sommes chez nous, on a une culture. Et cette culture-là nous apprend certaines choses qui mettent de l'ambiguïté sur le consentement. Si nous allons directement sur le consentement, c'est que si vous voulez aller à l'acte sexuel avec une personne, si vous n'avez pas le consentement, vous avez violé la personne. Et si vous avez violé la personne, préparez-vous à voir un juge et à connaître la prison. Et c'est la criette qui s'en occupe ça maintenant. Et on sait que quand on va à la criette, c'est beaucoup d'années. Ce n'est plus... Et donc, il faut obligatoirement un consentement pour y aller. Alors que notre société a éduqué la fille à se soumettre. A dit non. A dit non. Vous lui faites les avances, elle vous dit non. Sinon, c'est comme si elle n'est pas une femme valorisée. C'est comme si elle est une femme de mœurs légères. C'est comme si c'est une femme qui va dans l'entendement aussi de l'homme derrière. C'est comme si cette femme ne pourra pas rester longtemps dans ce foyer. Ouais, c'est une femme qui, dès que quelqu'un va lui dire quelque chose, va dire oui, elle va faire ça. Donc, et la femme reste dans son nom. Et l'homme aussi pense que cette femme-là n'est pas une femme de qualité. Ce qui fait qu'avoir le consentement, c'est difficile. C'est difficile. Donc, vous lui faites les avances, elle continue à vous dire non, et à vous dire non, et à vous dire non.
Alors que peut-être elle veut de la relation. Alors qu'elle est en train de dire oui. Et si jamais, parfois, vous écoutez ce nom-là et vous faites demi-tour, il va vous dire, mais vous n'insistez pas du tout. Dès que vous avez entendu un non, vous laissez la faire. Vous voyez? Donc ça pose des problèmes. Mais par contre, sincèrement, si vous n'avez pas un oui qui est clair et que vous y allez, c'est que vous irez voir un juge. Et voir un juge, c'est très compliqué. Actuellement, en tout cas. Il faut avoir le consentement, il faut avoir le oui. Nawe, minabloa, et il faut apprendre à respecter également la décision de la femme. Si elle vous dit non, il faut se lever et sortir et finir avec ça. Sinon, c'est très compliqué. Donc, il faut avoir le consentement. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé.